Dans certaines familles puissantes, des tragédies ressemblent jamais à des simples coïncidences. Et plus le pouvoir est grand, plus l'ombre grandit derrière lui. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui m'a longtemps intrigué. Une femme décrite comme douce, pieuse, aimée, morte très jeune. Des fils héritiers disparus brutalement et autour d'eux, rivalité, union secrète, jalousie et soupçons jamais éclaircis. Je ne vais pas prétendre détenir la vérité absolue, mais en rassemblant les faits connus, les témoignages indirects et certains comportements très troublants, on peut au moins comprendre pourquoi cette famille continue d'alimenter les rumeurs. Car quand plusieurs décès précoces frappent les mêmes héritiers, la question finit toujours par revenir. Malchance, lutte de pouvoir ou quelque chose de plus sombre. Aujourd'hui, je vous propose de reconstituer cette histoire pas à pas et à la fin, chacun jugera selon sa conscience. Pour moi, Marie-Antoinette, Mobutu reste l'une des premières dames africaines les plus marquantes. Quand on regarde ses photos d'époque, elle dégage quelque chose de très rare, une élégance calme, presque maternelle. Mais ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'elle meurt à très bas âge, dans la trentaine à presque 36 ans, avec un mariage précoce à 14 ans, qui fait 22 ans de mariage. Ce qui me frappe surtout, c'est l'image laissée dans la population, une femme proche du peuple. Mais pourquoi était-elle autant intime? D'ailleurs, les présidents semblaient profondément attachés à elle. Elle l'avait connue pauvre, l'avait soutenue, accompagnée dans son ascension. On raconte même qu'elle a été l'une des seules personnes capables de contredire son orgueil. Et après sa mort, plus personne n'osera jamais les faire. Ce qui explique l'attachement inconditionnel de Mobutu à l'égard de sa première femme, c'est le fait qu'elle soit la femme de sa jeunesse qu'il a aimée dans sa pauvreté, l'a aidé à accomplir sa destinée, qui n'hésitait pas, si besoin, à les contredire avec courage. Elle s'efforçait de tempérer la folie des grandeurs. Après sa disparition, aucun membre de son entourage n'osera plus froisser le maréchal. Mais celui-ci savait dans son fort intérieur avoir perdu l'estime des deux femmes les plus importante de sa vie, dans sa mère et sa femme. Lors du décès de Marie-Antoinette, Mobutu promet à son peuple qui n'en demandait pas tant de ne pas se remarier et de se consacrer aux 9 enfants nés de leur union. Mais en 1980, les Zaïre s'apprête à recevoir Jean-Paul II, le président qui a plusieurs bureaux, décide de se mettre en règle avec l'Église. On pense qu'il va épouser Élodie Yabwa, dite Maman 41, en référence au numéro de la villa qu'elle occupait à la cité de Loyoa. Beaucoup y croient, l'idée paraît réelle. Mais 3 ans plus tard, tout change. À l'approche de la visite du pape Jean-Paul II, il décide de régulariser sa situation religieuse. Et là surgit un nom déjà connu dans l'entourage, Bobby Ladar. Avant d'être épouse officielle, elle était sa compagne depuis des années et avait déjà des enfants avec lui du vivant même de la première dame. C'est là que, personnellement, quelque chose me dérange. On nous parle d'un amour exceptionnel pour Marie-Antoinette, mais en parallèle, une seconde famille existait déjà. Était-ce seulement la vie d'un chef d'État ou un conflit silencieux? Car dans ce type de famille, la succession n'est pas qu'émotionnelle, elle est politique. Qui héritera? Qui influencera les pères? Qui sera la lignée dominante? Et quand 2 branches familiales coexistent, les tensions deviennent inévitables. À partir de ce moment, la famille ne sera plus jamais unie. Elle deviendra un équilibre fragile entre héritiers, influence et protection du pouvoir. Et c'est justement qu'après cette période que commencent les morts précoces. De son premier mariage avec Marie-Antoinette décédée, Mobutu a eu 8 enfants, parmi eux 3 sont décédés, à savoir Niwa, Jean-Paul, Konga et Kongulu, alias Saddam Hussein. Parmi les vivants, il y a Ngawali, qui vit à Paris avec son mari ivoirien. Gombo, fille, habitait à Braine, au sud de Bruxelles. Yango Yakwa habite également en Belgique. Et Rhodes dans Waterloo. Pourquoi ces 3 fils sont-ils morts brusquement, d'une mort précoce? Parmi les enfants nés du premier mariage, plusieurs occupaient des positions importantes. Et dans toutes les dynasties politiques, les fils aînés représentent l'avenir. 3 d'entre eux meurent pourtant relativement jeunes, Jean-Paul, Niwa, Konga et Kongulu. Ce qui intrigue, ce n'est pas seulement leur mort,
c'est leur profil. Ce sont des héritiers potentiels, influents, visibles et proches du pouvoir, donc forcément perçus comme une menace pour une autre branche familiale. Je ne dis pas qu'il y a des crimes, mais dans l'histoire des grandes familles politiques, quand les héritiers disparaissent avant la succession, des soupçons paraissent naturellement. Certaines personnes évoquent une rivalité interne, d'autres parlent des simples malchances et d'autres encore, surtout les traditions africaines, évoquent les forces invisibles. Personnellement, je remarque surtout les timings. Nouvelle épouse officialisée, nouveaux équilibres familiaux, puis disparition progressive d'anciens héritiers. Coïncidence peut-être, mais dans les palais, les coïncidences sont rarement perçues comme telles. Dans l'entourage du pouvoir, l'influence vaut parfois plus que la richesse. Et selon plusieurs témoignages indirects, une rivalité silencieuse existait autour de l'accès au président. Les fils de la première épouse occupaient déjà de postes importants. La nouvelle famille devait trouver sa place. C'est là que naissent les rumeurs. Certaines accusent sans preuve formelle de manipulation ou protection mythique. D'autres parlent simplement des luttes politiques internes. Moi, je préfère rester prudent. Reconstituer fidèlement la vérité est presque impossible. Mais une chose est certaine. Après la disparition de la première dame, l'équilibre psychologique du président change. L'homme qui était tempéré devient plus difficile à contredire. Quand un chef incontestable n'a plus des régulateurs moraux, les tensions autour de lui s'aggravent. Dans ce climat, chaque décès prend une dimension différente. Il ne s'agit plus seulement d'un drame familial, il devient un événement politique. Plus les années passent, plus l'histoire s'entoure des mystères. Alors, posons-nous la question clairement. Peut-on parler d'envoûtement, des complots, d'assassinats? Honnêtement, aucune preuve historique solide ne permet de l'affirmer. Et accuser directement quelqu'un serait irresponsable. Mais je comprends pourquoi beaucoup y pensent. Une épouse adorée meurt brutalement, officiellement, d'une crise cardiaque. Des héritiers disparaissent jeunes. Une seconde famille prend progressivement la place dominante. Dans l'imaginaire collectif africain, ces enchaînements ne sont jamais neutres. Certains y voient la chance d'une femme, d'autres la conséquence logique des rivalités des successions. Personnellement, je pense pour une réalité plus humaine, les pouvoirs créent une tension invisible et parfois, sans qu'il y ait crime, les conflits internes accélèrent des destins fragiles. La vérité complète restera probablement inconnue. Mais une chose est sûre, ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille, c'est celle d'un pouvoir où amour, ambition et peur ont coexisté. Et souvent, quand ces trois forces se rencontrent, les drames deviennent inévitables. À vous maintenant de juger. Au final, cette histoire reste plus des questions que des réponses. Entre la disparition précoce de Marie-Antoinette Mobutu, les décès de plusieurs héritiers et l'arrivée officielle de Bobby Ladawa dans une famille déjà puissante, chacun peut interpréter les faits différemment. Certains parleront de malédiction, d'autres des rivalités naturelles autour du pouvoir. Moi, je vois surtout une constante quand une dynastie repose sur une seule figure dominante comme Mobutu, Sese Seko. Tout son équilibre dépend des relations humaines autour de lui. Et quand cet équilibre disparaît, tout devient fragile. Il n'existe peut-être ni sorcellerie, ni complot, seulement des tensions invisibles que l'histoire officielle ne raconte jamais. La vérité restera probablement enterrée avec des acteurs de l'époque, mais une chose est certaine. Derrière les palais et les honneurs, certaines familles portent des tragédies que le pouvoir ne peut empêcher.